Bien le bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau psychanalyse pour tous. Donc nous allons commencer. Bienvenue, Fanette, bonsoir, Fanette, bonsoir. Sonia, bonsoir. Rabab, bonsoir. Dominique, bonsoir à tous. Marie-Laure, bonsoir. Martine, bonsoir. Nala, bonsoir. Donc nous commençons. Alessandra, bonsoir. Marlène, bonsoir. Chaste, bonsoir. Donc oui, bon, je fais comme je peux quant à la prononciation et là détecter vos noms de Facebook. Donc aujourd'hui nous avons choisi un sujet ce soir. Olivier, bonsoir. Nous avons choisi un sujet un petit peu, on va dire, scabreux. Un petit peu scabreux, puisque c'est quelque chose qui est très en vogue. La maltraitance est quelque chose qui est très en vogue et qu'il y a de nombreuses lectures différentes qui sont faites donc, dans la société actuelle. Et donc nous allons proposer sur ce phénomène de la maltraitance, nous allons proposer une autre lecture. Brahim, bonsoir. Katia, bonsoir. Donc on va vous laisser arriver un petit peu, tout en couleur. Et oui. Fabienne, bonsoir. Donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos propres réseaux. Cécile, bonsoir, pour que nous soyons nombreux à pouvoir partager et commenter. Mélika, bonsoir. Et commenter donc sur un petit peu ce que nous allons voir. Alors l'idée c'est que je puisse, Nidal, bonsoir, Nadia, que je puisse, Faïssa, exposer un petit peu les idées, puis après on verra si on peut répondre. Je vais essayer d'exposer les idées pour que je puisse arriver, Isabelle, bonsoir, jusqu'au bout. Puisque ce sont des choses, je vais dire, qui sont importantes de bien définir, de bien présenter. Valérie, bonsoir. Felipe, bonsoir. Donc nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Donc Séverine, bonsoir. Marie, bonsoir. Donc nous ne sommes pas encore tous là, mais nous avons choisi aujourd'hui pour le 3 octobre, nous avons choisi de parler de la maltraitance. Alors bien sûr, nous n'allons pas parler de la maltraitance des animaux, c'est pas exactement ce qui va nous intéresser. Annelle, bonsoir. Lisa, bonsoir. Bien que c'est un reflet de ce qui nous arrive dans la société, non, je veux dire que Isabelle... Lilette, vous avez vu, je mets du temps avant de commencer, hein. Samy, bonsoir. Comme si j'avais un petit peu peur avec tout ce que... Abdella, bonsoir. Rose Noire, bonsoir. Bon, alors comme vous le savez, Arwa, bonsoir. Comme vous le savez, la psychanalyse est un instrument qui nous permet... C'est une discipline, on va dire Estelle, Sonia, est une discipline qui va nous permettre, mieux qu'aucune autre, de parler de cette complexité de l'être humain. Linda, bonsoir. C'est d'ailleurs ce que l'on essaie de voir Michel, bonsoir, chaque mardi, dans Psychanalyse pour tous, nous essayons de voir que l'être humain, on ne peut pas lui imprimer une étiquette. On peut mettre une étiquette sur ses mécanismes psychiques, mais pas sur la personne. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que l'être humain, quel qu'il soit, nous sommes tous indéfinissables. Oui, nous sommes tous indéfinissables. Et Freud, donc, dans cette
complexité de l'appareil psychique qu'il nous a présenté, il a bien évidemment fait référence, Catherine bonsoir, Smile bonsoir, Amamoula bonsoir, et, il nous a bien évidemment parlé de ce qu'on appelle les mécanismes du sadisme et du masochisme dans l'appareil psychique. Abdallah, mauvaise connexion, ça c'est pour vous, et ici tout va bien, apparemment. Je crois que tout va bien. Néléa, bonsoir. Donc, nous devons prendre en compte, bien évidemment, tous les éléments qu'il y a dans l'appareil psychique et toutes les manières, Lomna bonsoir, Annick bonsoir, toutes les manières de satisfaction que va pouvoir obtenir Saïd, le sujet, hein, la satisfaction, on va dire la satisfaction de la pulsion. Rappelez-vous que quand on parle de satisfaction en psychanalyse, on parle de la satisfaction dans l'appareil psychique. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement pulsionnel dans l'appareil psychique qui va obtenir obligatoirement par son mouvement une satisfaction indéfinissable. Et bien oui, nous sommes indéfinissables. D'accord? Donc il va toujours y avoir une satisfaction. Quelle que soit la situation que nous vivons, la pulsion se satisfait. C'est pour ça que nous restons en vie. Sabrina, bonsoir. Et Soumaya, bonsoir. Alors, la conscience de culpabilité va bien évidemment être un facteur qui va rentrer en jeu dans ces différentes tendances de sadisme et de masochisme. Et d'ailleurs, Freud il va dire que la culpabilité, le sentiment inconscient de culpabilité, on va dire, transforme le sadisme en masochisme. D'un autre côté, nous avons Susanna, bonsoir, de Buenos Aires, très bien. Susanna, non, cela ajoute une prédisposition, c'est-à-dire que le sujet a priori une prédisposition au sadisme. Hein, le sujet est a priori sadique. La tendance agressive de chacun d'entre nous, non, est une disposition qui existe chez chacun d'entre nous. Elle est d'ailleurs un des grands obstacles, non, qui sont rencontrés par la culture. C'est-à-dire que pour vivre avec les uns les autres, nous allons devoir voir comment nous allons nous arranger, non, avec cette agressivité que nous avons besoin d'apprendre à exprimer sans avoir à donner de coups ni à se faire de mal soi-même. Parce que donc Freud il va dire qu'il y a comme un sadisme qui est inné dans le sujet, c'est-à-dire une tendance agressive, alors qui n'est pas exactement innée puisqu'elle va être formée, on va voir qu'elle n'est pas venue, elle n'est pas tombée du ciel. Kadiri, bonsoir. Sinon que... Et d'un autre côté, il y a le masochisme. Et le masochisme, par contre, ce n'est pas une manifestation primaire. Sinon que c'est le résultat du retour du sadisme contre le moi. C'est-à-dire qu'une personne masochiste, enfin, c'est une personne sadique, mais contre elle. C'est-à-dire qu'il y a une régression de l'objet vers le moi. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme s'il se prenait pour l'objet. C'est comme si le sujet se prenait pour l'objet. Donc, et d'autre part, il y a différents... Non, parce que la maltraitance, on pourrait faire un congrès sur la maltraitance, bien évidemment. Donc ici, nous sommes proposés de faire un petit résumé. Et Amira, bonsoir. Donc, d'un autre côté, il y a, Daniel, bonsoir, la sexualité de la plupart des hommes qui présente un mélange d'agressivité, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire qu'il y a une tendance agressive dans l'acte sexuel, dans le sens où, pour qu'il puisse y avoir pénétration, la pénétration est considérée comme quelque chose d'agressif. Hein, et qu'il existe chez certains hommes une tendance à la domination, par exemple, par la nécessité de vaincre la résistance de l'objet sexuel autrement que par des actes de séduction. Parce que pour vaincre la résistance de l'objet sexuel, non, il y a des méthodes, et certaines méthodes sont la séduction, pour pouvoir séduire l'autre, pour pouvoir obtenir ces satisfactions, la relation sexuelle. Fernande, bonsoir. Et donc, le sadisme
va intervenir et correspond alors à une composante agressive, on va dire, de l'instinct sexuel exagéré. C'est-à-dire que excellente santé à tous, dit Imen. Donc, il y a différents éléments où on va voir que l'agressivité, le sadisme vont apparaître dans nos relations quotidiennes. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, que le sadisme fait partie de toutes les situations humaines. À tel point que s'il n'y a pas d'expression de ce sadisme, après il va falloir, Claudette, bonsoir, il va falloir apprendre à gérer, on va dire, comme on aime utiliser ce verbe, à gérer cette agressivité pour ne pas avoir à étrangler des gens dans la rue. Non, c'est-à-dire que mais que cette agressivité, que ce sadisme, il va falloir qu'il trouve un moyen de s'exprimer, hein, parce qu'il existe. Donc on ne peut pas renier son existence. Et quand on renie, bien sûr, enfin même chez la femme, et quand on ne renonce pas, on va réprimer cette tendance parce que on ne sait pas comment l'exprimer, qu'on va renoncer à la satisfaction d'exprimer la tendance, la tendance agressive va se retourner contre le sujet. Et ce retour de cette agressivité contre le sujet, donc ça peut être une lésion d'organes, c'est-à-dire que ça peut être une maladie, ça peut produire une maladie organique. Alors, on va voir que, comme on disait, que la cruauté, l'agressivité, cette tendance, ce n'est quelque chose qui est apparu dans les chaînes animales avec l'homme. C'est-à-dire que dans la chaîne animale que décrit Darwin, la cruauté apparaît dans le maillon de la chaîne avec l'être humain. C'est l'être humain. C'est-à-dire que c'est cet animal qui parle, cet animal qui subit la loi de l'inceste et cet animal qu'il sait qu'il va mourir. Donc c'est un animal tout à fait particulier et donc il va y avoir ces tendances qui vont participer, qui vont l'accompagner pendant toute sa vie. Alors, ça a un rapport avec le premier objet d'amour, le stade aussi, oui. Céline, bonsoir. Dans le sadisme, donc on va voir que ce n'est pas obligatoirement, il ne va pas obligatoirement avoir donc une satisfaction dans un but sexuel ou de chercher, donc il ne va pas se manifester uniquement là, parce qu'on parle du sadisme, des relations sadomasochistes. Non, ce n'est pas... ça explique qu'une personne soit agressive pour un refus. Oui, mais c'est quelqu'un... Oui, ça existe, non? Je ne sais pas si ça explique, non, mais ça existe. Donc, c'est-à-dire que la fureur destructrice qui existe chez l'être humain est la plus aveugle. Hein, et la plus aveugle dans le sens où le sujet ne peut pas reconnaître en lui que sa satisfaction s'accompagne d'un plaisir narcissique extraordinaire, car il offre à l'ego du sujet l'accomplissement de ses désirs de toute puissance les plus archaïques. Et donc quand on dit que c'est une manifestation aveugle, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours pouvoir détecter ça, surtout dans son propre comportement. On ne va pas toujours pouvoir le voir. On va voir pourquoi, parce que des fois il y a certains déguisements, on va dire, certains déguisements de la situation, une sorte de masque sur ce qui se passe et on ne va pas pouvoir toujours le détecter. Alors vous vous rappelez que Freud nous avait rappelé, non, pour justement il y a quelqu'un qui parle de la libido, de cette étape sadico-anale, où justement la libido va se développer, elle va passer par le stade oral, par le stade sadico-anal, par le stade génital, pour ensuite arriver, Stéphanie bonsoir, pour ensuite arriver à la métamorphose de la puberté, donc, qui est la fin du développement de la libido. Et la fin du développement de la libido, c'est la constitution de la féminité en chacun d'entre nous. Et ce que Freud va nous dire, c'est que tout au long, alors il nous dit une chose qui est très intéressante, il dit que ce développement se déroule en général avec une grande rapidité et avec une grande discrétion. C'est-à-dire que les adultes ne peuvent pas détecter exactement quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, non? Mais
que dans tout ce développement de la libido qui va donc rentrer en contact avec des objets de manière différente, il va y avoir ce qu'on appelle des points de fixation. Alors les points de fixation, en général, ce sont des moments où il y a eu de grande intensité pour le sujet, de grande jouissance pour le sujet, qui vont donc rester comme un point de fixation. Et à chaque fois que le sujet, une fois adulte, ne trouvera pas de satisfaction dans la réalité ou ne fera pas le travail pour obtenir la satisfaction dans la réalité, il aura tendance à revenir sur ces points de jouissance de son développement libidinal, donc de régresser à certains points de fixation de son développement, qui vont bien évidemment provoquer, non, ce sont des transgressions, on va dire c'est dans transgressions qui vont provoquer des névroses et des perversions. Donc de ces types de régressions à des moments qui font partie de l'enfance. C'est-à-dire que ce développement infantile de notre libido, ça fait partie de l'enfance et que à l'âge adulte, ce développement doit être réprimé, ne devrait plus réapparaître. Alors, j'ai été chercher donc sur internet un petit récapitulatif quand on parle de la maltraitance. Alors, moi je me suis centrée principalement parce que nous savons que dans la société actuelle, la maltraitance existe pratiquement à tous les niveaux et dans toutes les relations sociales. Mais ici, je voudrais me centrer, en tout cas pour aujourd'hui, un petit peu pour donner ces idées sur ce qu'on appelle les violences au sein du couple. Et j'ai été récupérer certaines informations donc sur internet qui dit que en 2021 en France, un pays civilisé, il y a 122 femmes qui meurent aux mains de leur partenaire ou de leur ex-partenaire. En 2021, il y a eu 23 hommes qui sont morts dans les mains de leur partenaire ou de leur ex-partenaire. En tout cas, c'est les chiffres. Et comme conséquence, il y a aussi 14 enfants qui sont morts à cause de ces disputes des parents, non, de ce mal de l'amour, non, que nous voyons que nos relations d'amour sont très malades puisqu'elles provoquent ce genre de choses complètement primitives. Non, 122 personnes, donc si vous ajoutez 122 plus 23, parce que peu importe que ce soit une femme ou un homme, ce qu'on voit, c'est que non, il y a pratiquement 150 personnes qui ont perdu la vie. Je ne parle pas des femmes battues, je parle des femmes ou des personnes qui ont été assassinées dans des relations amoureuses. Alors, il y a d'autres informations qui donnent, que je vais donc lire, que l'auteur des violences, en général, c'est le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, ancien, actuel, cohabitant ou non. Et qu'il y a 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés. 8 femmes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. 8 sur 10. D'accord? Et parmi ces femmes victimes de ce genre d'abus, il y en a seulement 18% qui déclarent avoir déposé plainte en gendarmerie ou au commissariat suite à des violences. Non? Donc, il y a... c'est-à-dire que nous allons prendre en compte que, bien évidemment, cette situation avec des chiffres aussi terrifiques, on va dire, nous devons nous installer et voir un petit peu de quoi il s'agit. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même lecture que faisaient nos grands-parents. C'est donc que nous devons utiliser les apports de la psychanalyse pour essayer de voir et de comprendre ce phénomène social si dramatique. Alors, premièrement, il faut prendre en compte que n'importe quel homme n'agresse pas n'importe quelle femme. C'est un homme qui fait ça, un type d'homme, on va dire, et un type de femme qui reçoit ce genre de choses. C'est-à-dire et qu'en général, c'est
dans des relations amoureuses ou dans des relations qui ont été amoureuses. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mal de l'amour, un mal, la difficulté des êtres de vivre l'amour, non, on va dire. Et donc ça c'est-à-dire que l'homme, c'est pas que l'homme est un agresseur et la femme est une victime, puisque tous les hommes ne sont pas des agresseurs et toutes les femmes ne sont pas des victimes. C'est important de bien le souligner. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y en a pas un côté qui est méchant et un autre qui est bon. D'accord? Sinon qu'on va pouvoir étudier la situation, regarder, faire une lecture sur la situation pour dire, non, pour essayer de se rendre compte, pour essayer de faire une lecture de cette situation. Parce que quand on prend non, le bon et les méchants, ou la victime et l'agresseur, ce qu'on fait, en fait, c'est le bon et le méchant, non? C'est comme s'il y avait les bons et le méchant. Et ici, on va voir que dans les relations amoureuses, c'est une relation. Les deux sont impliqués. Alors, on va dire qu'on sait que les mauvais traitements sont aggravés lorsque la relation est rompue par l'un des partenaires, et qu'en général, quand c'est la femme qui part. C'est-à-dire que ce sont... on va voir que ce qui va intervenir, c'est-à-dire que ce sont des relations qui vont être interprétées, c'est-à-dire que l'agresseur va considérer que l'autre lui appartient. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est-à-dire que nous vivons dans des relations de couple où on croit que l'un appartient à l'autre. Donc, il y a une question d'appartenance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe encore, et vous le savez, des esclaves, non seulement dans les régimes de travail, mais aussi dans les relations conjugales. C'est-à-dire que l'esclavage a été aboli en tant que fait social, mais il est encore bien vivant dans la façon dont de nombreuses personnes conçoivent les relations. Parce que ce qu'on va voir, c'est que c'est notre manière de penser l'amour qui nous fait vivre une relation d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de cette idée de la possession, c'est-à-dire qu'il y a, Christine, bonsoir à tous, appartenance, voire emprise. Donc, quand il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, au XXIe siècle, encore beaucoup d'hommes aujourd'hui qui pensent que la femme avec laquelle ils sont mariés, avec laquelle ils vivent, leur appartient. Et non seulement qu'elle leur appartient, donc c'est-à-dire qu'elle leur appartient, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est une chose, qu'ils la considèrent comme un objet, une chose, que c'est eux qui décident sur elle. Bon, c'est-à-dire que, et comme nous le savons, avec les objets, on fait n'importe quoi. On est capable de faire n'importe quoi avec les objets. Et la situation la plus grave, ce n'est pas seulement que lui, il considère que elle lui appartient, sinon qu'il y a aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent encore qu'elles appartiennent à leur mari, qu'elles appartiennent à leur conjoint. Alors d'une manière inconsciente, nous le voyons pour les effets, pas pour leur discours directement, sinon qu'elles appartiennent à l'autre. Elles appartiennent à l'autre. Et on parle des hommes et des femmes, mais on va dire dans toutes les relations de couple. Que ce n'est pas quelque chose qui est particulier ni à la femme ni à l'homme. Parce que on va voir qu'une femme qui sait qu'elle est libre, qu'elle n'appartient à personne, qu'elle ne peut appartenir à personne, puisque les êtres humains ne peuvent pas s'appartenir, si ce n'est dans un contexte d'esclavage, une femme qui se sait libre peut difficilement tomber dans une situation d'abus durable. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose... Donc, alors, quand on va dire fanette, c'est-à-dire que la femme aussi, elle considère l'homme comme une chose, non. Parce que l'homme, c'est celui qui désire. Quand la femme se positionne, Christina, bonsoir de Malaga, bonsoir Christina, c'est-à-dire que quand la femme se positionne dans une situation d'objet, parce qu'en fait, c'est ce qui a existé, on va dire, c'était ce qui a existé dans l'histoire. L'histoire, c'était celle qui a été écrite par les troubadours, où la dame, la femme de l'amour courtois, qui est une production des troubadours, c'était une dame immobile, figée, inerte, dont le seul but était de se laisser aimer, d'être adorée, d'être l'objet de l'amour de l'autre. Donc vous voyez, il y en a un qui aime et il y a la femme objet.
D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse particulièrement, vous savez que je viens de terminer la traduction de la publication de mon dernier livre qui s'appelle « L'esclavage de l'amour » et qui est en vente sur Amazon. « L'esclavage de l'amour », Clémence Lonis, et vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, c'est-à-dire que nous vivons dans des conceptions d'amour, des conceptions amoureuses, des conceptions de relations qui ne sont pas actualisées. Nous continuons à avoir des idées, qui appartiennent donc, par exemple, à quand il y a des femmes qui se mettent en position d'objet et qui laissent que ce soit lui qui décide de la relation, de beaucoup de choses, non, et continuent à penser à partir. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas pour responsabiliser personne en général, c'est pour se rendre compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de changer nos idées. Nous ne sommes pas obligés, merci Maya, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées toute notre vie. Nous pouvons changer nos idées. Nous avions des idées sur les relations de couple. Si aujourd'hui nous sommes capables de gagner de nouvelles idées, de penser l'amour ou les relations amoureuses d'une façon différente, nous pourrons vivre l'amour d'une façon différente. Donc ce que nous décrivons aujourd'hui, c'est un petit peu notre manière de penser l'amour. Donc la maltraitance est une forme de sadisme et de masochisme, par exemple, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, aujourd'hui on va parler d'un certain point de la maltraitance, mais c'est quelque chose qui est, en plus, qui va être à voir, qui est en relation donc avec chaque personne. Pour le cas de Christine, c'est quelque chose de tout à fait particulier, où il faut étudier, le cas, on va dire étudier, c'est-à-dire laisser parler Christine pour essayer de voir quelle est sa position, quelle est la position de chacun face à ses relations amoureuses. Parce que tant que nous ne passons pas par le tapis du divan, le tapis que nous ne passons pas par le travail analytique, nous avons des difficultés à voir comment nous pensons l'amour. Nous le subissons, nous en subissons. Donc, ce qui va être intéressant et ce que nous allons voir principalement ce soir, c'est notre attitude masochiste et machiste surtout. Le masochisme, c'est un autre sujet qu'on pourrait voir, qu'on peut associer, parce que dans toute cette maltraitance, il y a le masochisme, il y a la culpabilité, il y a le sadisme, il y a la toute-puissance, il y a la jalousie, il y a l'appartenance, mais il y a aussi, dans les relations, dans les couples, cette idée de ce machisme qui est une attitude qui, donc, nous vivons dans des sociétés machistes, où les hommes comme les femmes, nous sommes machistes. C'est très difficile, et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui ne le soit pas, que ce soit une femme ou un autre, ou un homme, donc qui ne soit pas machisme, c'est-à-dire qui n'est pas dans son discours quelque chose qui rabaisse les femmes, qui les considère comme inférieures aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a du machisme dans de nombreuses attitudes, et il y a même des machistes qui ont une attitude, quand je dis machiste, je ne parle pas seulement des hommes, parce que le problème, si ce n'était que le machisme qui n'appartenait qu'aux hommes, ce serait beaucoup plus facile. Le problème, c'est que le machisme, il existe aussi chez les femmes. Et il y a un autre type de machisme qui est le machisme protectionniste. On va dire que, par exemple, il y a une anecdote qui raconte qu'au XIXe siècle, on empêchait les femmes d'exercer la médecine parce qu'on les considérait plus faibles et que donc elles étaient plus sensibles aux infections. Donc on leur recommandait de ne pas exercer ce métier afin de protéger leur santé. Donc c'est pareil, il y a des hommes qui sont machistes ou des femmes qui sont machistes avec cette idée aussi de protection, donc qui cachent, c'est pour mon bien, donc qui cachent le machisme, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le machisme de la violence, ni quelque chose qui... Mais je vous dis que quand on écoute bien les personnes, quand les personnes, merci Daniel, quand les personnes, on va dire, quand les personnes parlent, on peut, et puis en plus, même d'autres, quand on les voit vivre, on voit qu'il y a ce machisme qui est inconscient. Parce que nous vivons dans des sociétés, et les sociétés, en fait, les idées des sociétés dans lesquelles nous vivons, nous les possédons aussi.
Et que si nous ne voulons pas être... Non, parce que ce qu'on va voir, c'est que le féminin, pour l'homme comme pour la femme, parce que le féminin, c'est pas quelque chose qui appartient à l'appareil génital féminin, le féminin, c'est quelque chose qui appartient à l'espèce humaine, non, c'est l'acceptation de la différence. Constituer le féminin en chacun de nous, en fait, c'est constituer la différence. Le fait qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes et qu'ils sont différents. Et ça, c'est la dernière étape dans la constitution d'un sujet. C'est cette partie, c'est le féminin. Et donc, c'est la dernière étape dans la constitution du sujet. Et c'est aussi, on pourrait penser, la dernière étape dans la constitution de l'histoire de l'humanité. Mais quand nous voyons comment l'humanité va, nous voyons que le féminin n'a pas encore été constitué. Que dans l'histoire de l'humanité, le féminin, non, parce que le féminin, ce n'est rien de particulier, c'est différent. Et en fait, quand on dit c'est différent, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où on va dire que la réflexion sur le féminin, donc c'est quelque chose bien sûr qui va prendre du temps pour l'humanité parce que qu'elle n'est pas du tout achevée et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans le sens où il existe une égalité en valeur entre les hommes et les femmes. Effectivement, il existe une égalité en valeur. Et il y a déjà Averroès qui était fidèle en tout point au discours d'Aristote, mais pourtant qui s'est démarqué de sa conception de l'infériorité de la femme en disant justement que c'est un des premiers penseurs qui a écrit sur l'égalité des valeurs entre les femmes et les hommes. Deux valeurs, c'est l'égalité, non ? De la même façon que la femme doit avoir la possibilité d'avoir le même salaire, non ? Que peu importe que ce soit une femme ou un homme qui réalise le travail, le même salaire et les mêmes possibilités de formation et de développement dans une société. Ça, c'est l'égalité qu'on peut et qu'on devrait réclamer. Dans un autre dans un autre stade, on va dire, à un autre niveau, et on voit que ce matisme, il est inconscient, non ? Ce matisme, il est inconscient dans le sens où il existe certaines attitudes matistes, en fait, qui sont profondément enracinées dans la société et dans la vie de chaque sujet, que de telle manière qu'on n'est pas capable de les identifier. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les identifier, qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir nous le souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, moi, Mathis, mais pas question ». C'est-à-dire que ce sont quelque chose, des négations d'ailleurs qui laissent soupçonner d'autres choses. Donc nous pourrions dire d'une certaine manière, dans une certaine mesure, que nous sommes tous, nous souffrons tous d'un mathisme inconscient. Je dis souffrir dans le sens de pâtir, pas que ce soit une souffrance, dans le sens de pâtir. C'est-à-dire que nous passons tous, les hommes et les femmes, par un moment de mépris pour le féminin. Ça fait partie de notre histoire, Rose, bonsoir, dans notre évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud nous l'interprète, que nous avons un certain mépris pour le féminin. Et grâce au fait que Freud nous l'a interprété, ça nous permet aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui le souhaite, bien évidemment, de faire un travail pour essayer de fabriquer autre chose. Pour pouvoir autre chose qu'en tant qu'homme et femme, puisque la constitution, quand on dit la constitution du féminin dans chacun d'entre nous, c'est parce que rappelez-vous, on a déjà eu l'occasion de le voir, c'est-à-dire que pour la psychanalyse, dans chacun d'entre nous, il y a 4 sexes. Père, mère, homme et femme. C'est-à-dire 4 positions psychiques que nous devons pouvoir occuper dans la vie. Et à chaque fois qu'il y en a une qui est niée, qui est réprimée, obligatoirement, il y a des conséquences qui ne vont pas être spécialement, on va dire, positives. Alors, on va regarder, là, il y a plein de... Donc, et pour revenir sur cette idée de la différence, parce que l'idée de la différence est quelque chose qui est très importante et qui va jouer, bien évidemment, qui va rentrer en jeu d'une façon très forte dans ce qu'on appelle les violences dans la relation de couple, parce qu'en fait, ces différences sexuelles entre l'homme et la femme, ces différences anatomiques, on va dire, ne sont pas simplement, il n'y a pas simplement ces différences anatomiques entre les hommes et les femmes, sinon qu'il y a une différence en tout.
Parce que tous les hommes ne sont pas égaux entre eux. Toutes les femmes ne sont pas égales entre elles. Ni même moi je suis la même qu'hier, ni même vous, vous êtes les mêmes que le mois dernier. C'est-à-dire que nous sommes tous différents les uns des autres, et en plus nous sommes différents de nous-mêmes. Mais voyez, on a des difficultés à accepter ça. C'est pas la première fois que je le dis. Non, c'est-à-dire que, et à la base, c'est parce que nous avons des difficultés à accepter la différence sexuelle. Non. Oui, on change, tout le monde, on est vivant. Donc nous sommes tous machistes et nous avons tous des préjugés sur la féminité. Donc, si nous voulons être autre chose, on va dire autre chose, ou ne pas être seulement machiste, parce qu'il y a des femmes, des hommes qui sont en relation avec les autres sexes uniquement en pensant qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Vous vous rendez compte? Ça paraît incroyable qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens, et pratiquement tous, de façon inconsciente, où nous pensons que les hommes sont supérieurs aux femmes, que lui, il peut, mais que moi, je ne peux pas. Que elle a des difficultés, parce que si elle était un homme, elle n'en aurait pas autant. D'accord? Alors, il peut ne pas être, comment on va dire, il ne peut pas être mis en scène dans une situation professionnelle. Par exemple, on voit des femmes qui arrivent à se développer dans une entreprise, à avoir des postes très importants, et on voit, mais ailleurs, on va découvrir. Donc il y a, on va voir, il y a un chemin qu'elles ont réussi à prendre, mais ailleurs, elles continuent à pâtir de ce sentiment machiste en elles, où elles considèrent qu'il y a des choses que elles, qu'elles sont inférieures. Que même si elles ont réussi une carrière professionnelle exceptionnelle. Bon. Donc, mais le machisme, donc, on va voir d'une manière générale, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose pour grandir. Parce qu'en fait, le machisme, c'est la prévalence de la sexualité infantile chez l'adulte. C'est quelque chose d'infantile, où on méprisait la petite fille quand on était petit parce qu'elle n'avait pas de pénis, parce qu'il lui manquait quelque chose. Bon, mais ça, c'était une conception infantile. À l'âge adulte, aujourd'hui, nous savons que chacun a son appareil génital, que chacun a ses fonctions pour la reproduction, et que dans la société, chacun va devoir construire sa vie au-delà de son appareil génital. C'est-à-dire que nous devrions ne pas être déterminés par notre appareil génital. Donc c'est pour ça qu'on va dire que ce somatisme qui existe, donc autant chez l'homme macho que chez la femme macho, et que le machisme, mais que ce n'est pas le seul facteur pour expliquer la violence dans les couples. C'est quelque chose qui intervient énormément, mais ce n'est pas le seul facteur. Dans le sens où on voit dans les consultations, et la police aussi le dit, certains avocats dans certaines situations de femmes battues, ou une femme, par exemple, qui a passé des années par des violences physiques et psychologiques dans sa relation de couple, qui finit par se décider de dénoncer son mari, et qui va dire, quand on lui demande pourquoi elle ne l'a pas dénoncé avant, elle dit « je ne l'ai pas dénoncé avant parce que je l'aime, et je l'aime encore ». Ou d'autres qui vont aller retirer la plainte qu'elles viennent de déposer, en disant qu'elle a retiré la plainte parce qu'elle l'aime. Donc on va voir, vous voyez que c'est une question de l'amour, une question de penser l'amour. C'est qu'il y a des femmes qui aiment leur bourreau. Donc on voit que c'est quelque chose qui est complexe, parce qu'on va dire cette persistance de l'amour malgré les traitements humiliants qu'elles subissent, donc c'est quelque chose où on dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut s'arrêter maintenant en matière d'amour. Parce que si on regarde un petit peu, parce que regardez, alors l'amour, parce que d'accord, il y a la culpabilité, il y a le masochisme, il y a le sadisme, etc. Et nous, ce qu'on va voir, c'est pourquoi il y a encore des esclaves, on va dire d'une certaine façon. Donc, mais en matière d'amour, il existe, vous vous rappelez, on avait déjà vu, différents types de choix d'objets de l'amour, que Freud nous a décrit. Il n'y a pas moyen d'y échapper, c'est-à-dire que il y a 5 positions dans les choix d'amour. C'est ou un choix narcissique, où il y en a 3,
non? Je choisis quelqu'un qui est comme moi, qui a été comme moi, ou qui est comme je voudrais être. Ou je choisis quelqu'un qui est en relation, donc, avec ce que je considère qui est en relation avec le père protecteur et avec la mère qui alimente, on va dire, ses fonctions. Voilà, pour montrer un petit peu la différence entre le père et la mère. Et donc, et que dans ces relations, en fait, le sujet va rester avec l'autre par peur de perdre son amour. C'est-à-dire, et non seulement ça, sinon que, parce qu'elles ont besoin, non, elles ont besoin de se de pas perdre l'amour, c'est-à-dire qu'elles se sentent aimées. Même dans ces situations humiliantes, elles se sentent aimées. Donc vous voyez que c'est quelque chose de complexe, c'est-à-dire que notre raison, si on reste au stade de la raison, on ne peut pas l'expliquer. Si on reste au stade de la logique de la télévision, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'il va falloir, non, aller bien plus loin pour pouvoir expliquer, non, ce besoin, vous voyez, son besoin d'être aimé à tout prix. Alors, ce qui se passe dans cette situation, on va dire, de femmes battues, d'humiliation, de violence conjugale, et on va voir que la femme en général, elle a cette tendance, et cette tendance historique, parce que c'est quelque chose d'historique, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de facile à modifier dans chacun d'entre nous, parce que c'est une tendance historique à occuper la position d'objet dans une relation. Hein? Et donc, faire le travail pour pouvoir ne pas chercher à être aimé, sinon de s'occuper, de travailler pour apprendre à aimer. Parce qu'en fait, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai peur de perdre l'amour de l'autre, ça me met dans une position d'objet. Je suis l'objet de l'autre. Hein? C'est-à-dire que on est, non, que c'est cette difficulté, donc pareil, de pouvoir apprendre à grandir, de pouvoir voir qu'il existe autre chose, et que en plus cette idée de peur de perdre de l'amour de l'autre, c'est aussi une illusion, c'est un fantasme, c'est pas exactement une réalité. C'est-à-dire que quand la femme, tout d'un coup, elle décide de partir ou elle décide de faire autre chose, on voit que elle se rend compte. Hein. Donc, c'est pour ça que la peur aussi, ce serait quelque chose à travailler dans ces situations-là pour voir de quelle peur il s'agit, la peur de quoi. Hein. Donc, mais pour chaque personne, ce sera différent, parce que si on dit que les hommes, les femmes sont différents, que tous les hommes entre eux sont différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de comparaison, que toutes les femmes entre elles sont différentes, et qu'en plus nous sommes, nous, chacun, différents de nous-mêmes, donc obligatoirement, on va dire, illusion, l'illusion. Et alors, donc la peur d'être abandonné, mais ça veut dire quoi la peur? Abandonné de quoi? Abandonner de quoi? Abandonner les coups, par exemple. Parce que c'est un problème qui est social, c'est un problème qui est très complexe, et qu'en fait c'est, comme toujours, que ce que propose la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est chacun d'entre nous qui va devoir se situer dans sa situation et de voir et de penser ses relations amoureuses, de voir dans quelle mesure il continue à apprendre à aimer, dans quelle mesure, parce que la peur de ne pas être aimé, tu vois, ça c'est, ah ben oui, mais on comprend, hein, la peur de plus être aimé, mais ça c'est le petit enfant quand il est tout petit qui a besoin de l'amour des parents. Pourquoi? Pour survivre. La femme adulte, elle n'a pas besoin de l'amour de son mari pour survivre. Donc c'est une illusion, comme disait Fabienne. Non, le fait de croire qu'on a besoin de l'amour de l'autre, c'est une illusion, ça c'était une situation de l'enfance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans l'abîme, ça veut dire qu'il faut faire un travail pour construire, non, pour construire ce chemin qu'il y a entre cette illusion, on va dire, et cette croyance ferme. Parce que le sujet croit réellement qu'il est perdu s'il perd l'amour de l'autre. Donc entre ça et l'illusion, qui est en fait une illusion, parce que
toutes les femmes qui ont réussi à se séparer et à transformer la vie après, non, être passées par des situations de femmes battues, se rendent bien compte qu'en fait, elles s'appuyaient sur rien, qu'en plus, c'était pas de l'amour. Hein. Donc, et qu'il va falloir, l'amour est porteur quand même. L'amour de quoi? L'amour des coups. Non, parce qu'on devrait se poser la question de quel amour on parle. De quel amour on parle, mais on peut supposer que cette personne a vécu un attachement de type insécure enfant. Oui, mais alors on va tout responsabiliser? Non, 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 non. C'est pas qu'elle a vécu, alors elle répète, et donc, non, 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 non. C'est qu'il y a toujours cet enfant en elle. Cet enfant qui, effectivement, tous, et nous sommes tous passés par là, c'est-à-dire qu'il y a eu pour tout le monde une époque où nous serions morts s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'occupait de nous. Donc cette insécurité, bien sûr qu'elle a existé, mais quand nous étions tout bébés. Après, c'est fini. Après, on voit qu'on peut commencer à marcher, non? Rapidement, on arrive à l'âge de raison, et puis après, les parents, ils peuvent partir, on sait se débrouiller. Donc, non, revenir toujours à ce stade de bébé, alors en expliquant que c'est un traumatisme, en expliquant, non, ce n'est pas des traumatismes, non, c'est peut-être la peur de devenir adulte, la peur de grandir, la peur de prendre en charge sa propre vie, la peur non, la peur de dire, ben non, j'existe. Pourquoi? Parce que si j'existe, ça veut dire que je vais mourir. Non? Donc, je préfère rester une enfant, non? Je vais rester une enfant, comme ça j'ai l'illusion, encore une fois, que je ne vais jamais mourir. Ben non, je suis un bébé. Donc je ne vais jamais mourir. Et puis en plus, j'ai mon protecteur. Non? Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, n'oubliez pas que la personne, l'agresseur, que ce soit un homme ou une femme, qui va abuser physiquement ou psychologiquement de l'autre, il a un sentiment de propriété, non, sur l'autre. Et c'est là qu'intervient bien évidemment ce sentiment de jalousie, hein, qui est un élément qui va déclencher. Des personnes maltraitées, enfants, n'ont pas vécu le sentiment de leur valeur de sujet, reproduisent le même type de relation. Alors on va voir. Et oui, mais pourquoi vous expliquez ça par le passé? Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'on ne peut pas les transformer? Non, non, on doit voir quelle est la situation présente du sujet. Ce n'est pas ce qu'il a vécu dans le passé, c'est sa situation présente. Et s'il présente que dans le passé il a vécu, c'est que ce passé, il existe toujours, il est présent. Hein? On va dire, le traumatisé, la traumatisée, elle est traumatisée aujourd'hui, pas dans le passé. C'est-à-dire qu'elle a traîné son traumatisme pendant des années, vous vous rendez compte? Donc, il faut avoir accès, non, à des professionnels pour nous aider à avoir une autre relation avec notre passé, pour que le passé soit passé. Non? Quand les textes sont trop longs, je n'ai pas la possibilité de le voir. Là, je ne sais pas ce qui est mis là. Le texte est très long, je ne peux pas le lire. Donc je disais que l'agresseur, en général, il va considérer aussi l'autre comme un objet, non? Et que, parce que tout ça, ça s'enchaîne, non? Quand il y a trop de dégâts enfants, la réparation est difficile. Mais non, il n'y a pas de réparation à faire. Il n'y a jamais de dégâts. Non, non. Il n'y a pas de réparation. L'appareil psychique est intact, Séverine. Nous, on parle de l'appareil psychique. On va parler des cicatrices sur le corps. Ça, c'est autre chose. L'appareil psychique est intact. Ce qu'on doit faire, c'est montrer au sujet, apprendre au sujet, qu'il apprenne par lui-même d'utiliser tous les mécanismes qui sont à la disposition de cet appareil psychique pour ne pas toujours répéter la même chose. Parce qu'en fait, la répétition est difficile, ça veut dire qu'il répète tout le temps la même chose. Il reste dans son histoire, et il répète, il répète, il répète. Pourquoi? Parce qu'il obtient une satisfaction. Alors, dans l'appareil psychique, donc, ce qu'il va falloir montrer, il existe d'autres types de satisfaction, pas simplement celle-là. Il y a beaucoup d'autres manières que la pulsion, non, à un mouvement, et qui peut obtenir des satisfactions d'une autre manière que par la souffrance, par exemple. Parce qu'il y a, non, par le masochisme. Parce que quand vous dites, non, trop de dégâts enfants, de quels dégâts vous parlez? Qu'il y a une maman qui n'a pas bien fait son travail, qu'il y a un papa qui n'a pas été à la hauteur. Bah oui, mais ça, pratiquement, c'est le cas de tout le monde. Bon, il y en a des cas beaucoup plus dramatiques que d'autres, d'accord. Mais que je veux dire que, après, bon, il va falloir devenir adulte, prendre en compte qu'aujourd'hui, on ne va pas continuer à dire c'est la faute à papa, c'est la faute à maman.
Aujourd'hui, il existe, je répète, des spécialistes qui peuvent nous aider, non, qui ne sont pas accessibles à ce travail. Non, bien sûr. Et donc, nous sommes les privilégiés qui ont la possibilité de l'être. Bien évidemment que tous les sujets ne sont pas accessibles à ce travail. De la même façon que tous les sujets ne sont pas accessibles au pain. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de chauffage. Donc, mais nous, qui sommes ici, nous sommes des privilégiés. Et donc, nous avons accès à ce type de travail. Hein. Donc, se rendre compte que si nous sommes dans cette société en décadence, mais encore privilégiée, il faut en profiter. Il faut en profiter. Parce que si on se met dans le lot de tout le monde, non, ça ne nous convient pas. Mais de toute façon, c'est un travail à faire. Et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Mais disons que c'est quelque chose qui existe, donc autant l'utiliser. Autant l'utiliser. Et qu'en plus, ça fonctionne, et qu'en plus, c'est efficace. Il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à faire ceci, mais il faut apprendre en fait tout ce qu'on ne nous a pas appris à l'école. Alors bien sûr, tout d'un coup, il y a des gens qui se retrouvent, ils ont 60 ans, et ils disent « Ah ben moi, on m'a pas appris ». Ben non, ben, il y est encore temps. Que voulez-vous? Non, il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir accès au divan à 17-18 ans, et il y a d'autres gens qui ont accès au divan un peu plus tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est dans cette idée-là que nous devons continuer à apprendre, apprendre à travailler, apprendre à être en relation avec les autres, apprendre à aimer, apprendre à apprendre. Et nous devons continuer, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Continuer à apprendre à aimer. Parce que qui sait réellement aimer? Qui sait réellement aimer? Parce que aimer, c'est dire je t'aime, ou c'est quoi aimer? Donc c'est pour ça que le livre L'esclavage de l'amour est très intéressant, parce qu'il parle de toutes ces choses. Alors pour ceux qui sont les plus intéressés, vous savez que premièrement, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Non seulement c'est autorisé, sinon qu'en plus je vous y encourage, et je vous remercie d'avance de le faire. Et d'un autre côté, il y a à partir de dimanche, pour ceux qui veulent continuer donc à étudier ou à étudier, ou plutôt étudier un petit peu plus sérieusement donc ces mécanismes de l'appareil psychique, il y a un cours que nous allons commencer dimanche, donc vous avez le lien sur la page de Facebook qui fait référence au refoulement, au mécanisme du refoulement, c'est-à-dire travailler, apprendre, c'est vivre pour vous, Clémence. Ben pour vous aussi, Fabienne. Donc, on va dire, ce cours, il est très intéressant. On va parler des résistances, on va parler du travail analytique, on va parler du mécanisme du refoulement, de voir d'où il vient et comment il travaille. Et on va voir le mécanisme de refoulement dans les différentes structures cliniques, c'est-à-dire dans l'hystérie d'angoisse, dans la névrose obsessionnelle, dans la schizophrénie, de voir un petit peu comment ce mécanisme se manifeste et comment on peut le comprendre. Donc tout ça pour continuer à étudier l'appareil psychique, donc il y a quelque chose qui est évidemment très intéressant et qui nous donne cette possibilité, donc je disais, de nous penser de façon différente, et c'est de ça dont nous avons besoin. Sinon, nous pensons tout le temps les mêmes choses, Et donc, non seulement c'est pas très intéressant, mais sinon que, en plus, il n'y a pas la possibilité de la transformation. Donc c'est pour ça que je vous invite, mardi prochain, Psychanalyse pour tous, rendez-vous donc ici, au même endroit, avec un nouveau sujet, bien évidemment avec un nouveau sujet pour donc la semaine prochaine. Regina, merci à vous. Anne, et pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je vous invite à venir directement sur Psychanalyste Clémence Lenier sur Facebook, et comme ça vous aurez droit au direct. Anne, Annick, Amina, Néléa, à dimanche Néléa, Fabienne, au revoir, Fatih, merci à vous, Suzanne, merci à vous, Amina, sorry, vous pourrez revoir, non? Séverine, le Djaoudi, Nadjet, Saïda, donc la vidéo bien évidemment elle reste sur la page. Amina, Claudette, merci, bonne fin de soirée. Simon, merci à vous. Daniel, éclairant, Janaïna,
Eh ben oui, je suis désolée. Crespel, merci à vous. Valérie, merci à vous. Inde, merci. Fanny, à dimanche. Patricia, bonsoir. Janaïna, merci à vous. Valérie, merci. Bon, on continue la semaine prochaine, d'accord, dans cet espace pour tous. Allez, au revoir. Au revoir.